Alors là, on a vu le choix du statut. Comme on vous expliquait, je veux créer ma structure. Quel statut je souhaite adopter. Là, on a choisi notre statut. Je suis TNS ou je suis assimilé salarié, selon la forme sociale que j'ai choisie. Et je me demande quelle est la stratégie de rémunération qui vaut mieux adopter. Alors, stratégie de rémunération, c'est peut-être pas parlant pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le mode de rémunération ? Alors déjà, il y a la rémunération proprement dite. Hein. C'est quoi ? C'est pour les dirigeants salariés, ce qu'on appelle simplement le salaire. Pour les dirigeants TNS, bon, on appelle ça la rémunération article 62 du CGI. Mais bon, concrètement, c'est de la rémunération, quoi. C'est des prélèvements effectués par le dirigeant. Au niveau du traitement social et fiscal, est-ce qu'il y a une différence là-dessus ? Bon, au niveau du régime social, on vient de le voir, hein, c'est simplement, comme ce n'est pas le même régime, ce n'est pas affilié aux mêmes organismes, effectivement, ce ne sont pas les mêmes taux de cotisation et, comme on a vu, ce ne sont pas tout à fait les mêmes prestations. D'un point de vue fiscal, il n'y a absolument aucune différence. C'est pareil dans les deux cas. À côté de la rémunération, il y a les dividendes. Les dividendes, dirigeants salariés, en principe, alors depuis en fait le 1er janvier 2018, il y a eu la fameuse flat tax. La flat tax qui est un terme médiatique, hein, parce qu'en fait concrètement ça s'appelle le prélèvement forfaitaire unique, PFU. Voilà. Donc ce PFU, il est constitué en fait de deux parties. L'impôt sur le revenu à un taux de 12,8% et PS, c'est les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Parce que l'an dernier, c'est pareil, ils étaient passés de 15,5 à 17,2%. Donc, pour la première année, cette année, lorsqu'on va faire les déclarations d'impôts, il va falloir faire un choix, en fait, entre soit rester au PFU, quand je dis rester, c'est parce que c'est comme ça que ça va être pré-rempli sur vos déclarations, ou choisir de modifier ce qui est pré-rempli et opter pour le barème, c'est-à-dire finalement ni plus ni moins que la fiscalité qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc le barème, en gros, les dividendes, vous êtes taxés sur 60% à votre tranche marginale d'imposition. En fait, vous soumettez l'ensemble des dividendes, enfin 60% des dividendes, vous les ajoutez à vos autres revenus pour les soumettre aux tranches d'imposition de l'IR. Niveau dirigeant TNS, c'est à peu près la même chose. Ce qui va changer, c'est ce qui est en rouge là, c'est les fameuses cotisations TNS dont on parlait tout à l'heure sur les dividendes. Alors attention, dans ce cas, les prélèvements sociaux, ils sont pas de 17,2, enfin ils sont de 17,2, mais pas sur la base de la totalité des dividendes. On ne va pas rentrer dans les détails là, mais en gros, les cotisations TNS, elles sont calculées sur les dividendes qui sont supérieurs à 10% du capital social. Grosso modo, hein, ce n'est pas tout à fait exact, il y a d'autres conditions, mais on va retenir ça. Et du coup, tout ce qui est inférieur aux 10% du capital social, c'est les prélèvements sociaux à 17,2% qui s'appliquent. D'accord ? Ce n'est pas un cumul, hein, attention. Donc, hormis ce petit détail-là, c'est exactement la même chose pour les dirigeants salariés ou les dirigeants TNS. Donc là, bon, c'est à peu près ce que je viens de vous dire. Pas de particularité, hormis le fait, attention, que l'option donc, entre le PFU ou le barème doit être globale et elle est annuelle. Donc elle se fait au moment où vous souscrivez votre déclaration d'impôt sur le revenu. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il n'y a pas que les dividendes qui relèvent de ce PFU, et notamment les plus-values de cession de valeurs mobilières. Donc si une année, vous avez fait une plus-value et vous vous êtes versé des dividendes, il faut regarder parce que les plus-values, il y a aussi le régime, en fait, si vous optez pour le barème, il y a d'autres abattements pour durée de détention qui peuvent être plus intéressants et vous ne pouvez pas mettre la plus-value au barème et les dividendes au PFU. C'est global. Donc, il y a un arbitrage à faire, des petites simulations à faire. Juste un petit point au niveau justement de ce PFU pour regarder dans quel cas ça va être intéressant.
sur les dividendes uniquement, là je parle pas du tout des plus-values de cession de valeur mobilière. Donc en gros, là je vous ai mis en fait, ça c'est les tranches d'impôt, les tranches marginales d'impôt sur le revenu, avec les tranches en euros, si vous voulez, pour que vous rendiez compte à quelle tranche vous correspondez. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, le PFU, il va être à 30% à chaque fois. Hein, c'est les 12,8 plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Et donc, les gains de PFU, il est sur cette ligne-là. Donc, on voit, c'est que quand vous êtes à la tranche à 14%, donc dans ces rémunérations-là, aucun intérêt d'opter d'être au PFU. Il vaut mieux opter pour le barème. À partir de la tranche à 30%, au contraire, le PFU devient intéressant. Au niveau de l'IS, est-ce qu'il y a une différence entre la rémunération et les dividendes? Oui. La rémunération ainsi que les cotisations qui sont calculées sur la rémunération vont être déductibles du résultat avant impôt. Donc forcément, ça réduit le montant de l'IS. Au contraire, au niveau des dividendes, les dividendes, c'est pris sur le résultat après impôt. Donc, vous avez déjà payé de l'impôt au prix fort, vous payez des dividendes, et là, vous allez repayer de l'impôt à titre personnel cette fois. Et subtilité, surtout, c'est que les prélèvements sociaux, donc les fameux 17,2%, ne peuvent pas être pris en charge par la société. Donc évidemment, ça ne peut pas venir en déduction. Au contraire, des cotisations qui, elles, sont calculées sur les dividendes et vont être déductibles puisqu'elles peuvent être prises en charge par la société. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mes simulations que je vous ai montrées, vous savez, pour savoir si ça avait un intérêt ou pas d'être... s'il valait mieux être en SAS si on veut se verser des dividendes plutôt qu'en SARL. On avait un revenu net disponible qui était toujours plus élevé sous forme de SARL que sous forme de SAS. C'est essentiellement grâce à ça. Hein. C'est parce que les cotisations TNS sont prises en charge par la société et sont déductibles du coup du résultat, alors que les prélèvements sociaux ne sont pas déductibles et restent toujours à la charge du dirigeant. D'accord? Donc forcément, ça a un impact, d'autant que ces prélèvements sociaux, c'est vraiment une taxe sociale pas productive du tout. Aucune prestation associée à ces 17,2%. Voilà, une petite précision, évidemment, vous pouvez influer comme vous voulez sur la rémunération, enfin le salaire, rémunération ou dividende si vous êtes associé unique, mais dès lors que vous avez plusieurs associés, évidemment, attention, puisque les dividendes doivent être versés à tous les associés. Donc, pas faire non plus n'importe quoi. Alors, quand s'interroger sur sa stratégie de rémunération? Comme je vous disais tout à l'heure, pour la première fois, évidemment, à la constitution de la société, en fonction du statut que vous aurez choisi et du prévisionnel que vous faites de votre activité, on peut déjà essayer de voir ce qui est le plus intéressant pour vous. Ensuite, à la clôture de chaque exercice, on peut regarder si jamais finalement le résultat que vous avez est plus élevé que ce que vous imaginiez au départ. Du coup, vous avez un bonus. Et ce bonus, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux vous le verser sous forme de prime, donc c'est de la rémunération, ou sous forme de dividende? Et enfin, comme tout à l'heure, évidemment, la question se pose lorsqu'il y a des changements de loi qui modifient la façon de voir les choses au niveau de la fiscalité. Et comme c'est le cas depuis l'année dernière, en fait. Hein. Donc finalement, quels paramètres prendre en compte pour définir ma stratégie de rémunération et optimiser le revenu disponible, hein. Donc encore une fois, le revenu disponible, c'est celui que moi, je vais pouvoir toucher à titre personnel, moi dirigeant. Donc ma rémunération, mes dividendes, moins mon impôt sur le revenu. Donc ce qu'il y a à prendre en compte, c'est évidemment le taux marginal des cotisations sociales du dirigeant, le taux de l'impôt sur les sociétés, puisque comme je vous montrais, il y a une incidence sur l'IS. Donc si derrière, les cotisations que la société va pouvoir payer va
peut-être réduire du coup l'enveloppe globale que vous allez pouvoir distribuer. Ça a une incidence. L'IS maintenant, en plus, on a quand même plusieurs taux, 15, 28, 33. Bon. Après, ça va encore changer puisqu'il est prévu que l'IS passe à 25. Il y aura encore des simulations à faire. Et évidemment, la tranche marginale d'impôt sur le revenu du dirigeant ou le PFU si il est concerné et si c'est intéressant pour lui. Mais attention, donc là, on était sur des critères purement très facilement chiffrables. Le revenu net disponible, c'est facile de comparer, mais comme on vous l'a montré, il faut faire quand même attention, puisque comme les prestations ne sont pas les mêmes, parfois, il vaudra peut-être mieux avoir un revenu disponible inférieur, mais cotiser mieux, ouvrir des droits à la retraite plus importants, et pas que à la retraite, et notamment il y a aussi la prévoyance à laquelle il faut faire attention et dont Laurent nous reparlera tout à l'heure. Donc finalement, on a essayé en fait de prendre un peu de hauteur et de définir un peu une stratégie générale. Alors évidemment, il y aura toujours des cas particuliers où il faudra faire autrement, mais bon, voilà. Compte tenu de tous les critères, à la fois donc, du revenu net disponible et des prestations sociales qu'on souhaite optimiser, on a défini à peu près une stratégie à adopter. Donc le premier impératif, c'est déjà de valider les nombres de trimestres nécessaires pour obtenir sa retraite de base et complémentaire. Concrètement, c'est quoi? On parle des fameux 4 trimestres à valider. Et pour ça, il faut se verser une rémunération au moins égale à 600 SMIC horaires. En gros, 6 000 € pour l'année 2019. Je pense que c'est pas grand-chose, mais déjà, ne pas se verser ça, ce serait quand même une erreur de ne pas au moins essayer de valider les 4 trimestres. Quoi. Bon. Après, c'est vraiment le minimum du minimum. Deuxième impératif, là, ça va être de bénéficier à taux plein des prestations servies par les régimes de base. Laetitia vous a montré tout à l'heure, selon le statut, les différentes cotisations, celles qui sont productives, celles qui ne sont pas productives, jusqu'à quel montant, en fait, quel plafond. Et donc, l'idée, c'est de se verser au moins un plafond annuel de sécurité sociale, c'est-à-dire à peu près 40 000 € cette année. D'accord ? Avec ça, déjà, là, on optimise pas mal les prestations. Et quelque part, en dessous de ce montant-là, si vous ne rémunérez pas au moins ce montant-là, je veux dire, ça ne vaut presque même pas la peine de se poser la question de est-ce que je me verse des dividendes ? Parce qu'évidemment, il vaut mieux se verser de la rémunération et optimiser ces prestations. Au-delà, il faut commencer à différencier là, le dirigeant TNS du dirigeant salarié. Parce que finalement, donc de 1 pass, donc de 40 000 € à peu près, jusqu'à 4 passes, 162 000 €, là, il faut voir, il y a un arbitrage à faire selon votre situation, selon que vous préférez effectivement vous verser des dividendes, vous préférez vous verser de la rémunération, c'est un peu au cas par cas, évidemment, selon votre situation. Et par contre, au-delà de 4 passes, donc les 162 000 €, là, clairement, donc je vous rappelle, on est sur un dirigeant TNS, au-delà de 4 passes, concrètement, vous cotisez pour rien. Donc là, au-delà de 4 passes, il n'y a même plus à se poser de questions. Ce qu'il faut regarder uniquement, le seul critère, c'est qu'est-ce qui vous reste en poche en comparant les deux, dividendes ou rémunération. Pour un dirigeant salarié, c'est le même principe, sauf que là, ce n'est pas 4 passes, c'est 8 passes. C'est uniquement au niveau de la retraite complémentaire. Donc, de la même façon, voilà, entre 1 passe et 8 passes, pardon, il faut voir, ça dépend de votre situation, mais au-delà de 8 passes, clairement, il faut regarder le revenu net disponible. Quelle stratégie bannir ? Moi, je pense que vous l'aurez compris, on le dit depuis tout à l'heure. Opter. Alors, la première, c'est se transformer. J'aurais dû inverser en fait. Transformer son EIRL en SASU pour ne plus payer de cotisations sur les dividendes, ça me semble une mauvaise idée. J'espère que vous êtes convaincus. Et autre chose qu'on voit assez souvent, opter pour la SAS pour se rémunérer uniquement sous forme de dividendes.
c'est pareil. Enfin, hormis, évidemment, là on parle du cas où il y aurait zéro rémunération. Je ne vous parle pas d'un dirigeant qui aurait une autre structure et qui se rémunérerait autrement. Mais dans ce cas-là, avoir zéro prestation, c'est passer quand même à côté de quelque chose, aucun intérêt. Attention également au cas où on se rémunère en totalité sous forme de dividende et pas sous forme de rémunération ou très peu sous forme de rémunération. C'est la fameuse PUMA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, la PUMA, c'est ce qui a remplacé la CMU. C'est-à-dire que maintenant, toutes les personnes, tous les résidents de France, en fait, il me semble, voilà, ont droit au remboursement de leurs frais de santé, bien qu'ils ne cotisent pas. Donc évidemment, pour financer tous ceux qui ont droit au remboursement alors qu'ils cotisent de rien, il y a eu une contribution qui a été mise en place et qui peut coûter rapidement cher. Donc c'est juste un point d'alerte, hein. C'est depuis l'année dernière en fait que ça a commencé, voilà, certains clients ont commencé à les recevoir, ça pique un petit peu. En gros, lorsque vous avez des revenus professionnels qui sont inférieurs à 10% du plafond annuel, donc en gros 10 000 €, hein, c'est ça? Je sais plus. Oui, bon, 4 000, pardon. Et que vous avez par contre des revenus du capital supérieurs à 25% du PAS, vous risquez d'avoir une contribution donc, à payer qui est égale à 8% de tous vos revenus qui dépassent 25% du PAS. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a pris le cas d'un dirigeant TNS marié avec donc, un résultat avant prélèvement donc de 100 000 €. Et on a comparé, en fait, sur la colonne de gauche, vous avez donc la distribution de dividendes. Enfin, en gros, c'est la rémunération à 100% sous forme de dividendes. La colonne d'à côté, c'est 100% sous forme de rémunération, salaire, hein, classique. Et à droite, vous avez la stratégie optimale. Alors attention, la stratégie optimale, c'est optimale uniquement au niveau du revenu disponible, hein, donc pas au niveau des prestations sociales, justement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, pour un TNS avec ce niveau de rémunération, finalement, le revenu net disponible le plus élevé, il est où? Il est sous forme de rémunération en totalité. Bon, du coup, là, pas tellement de questions à se poser, puisque c'est seulement si on avait un revenu net disponible plus élevé sous forme de dividende qu'il faudrait s'interroger sur les prestations associées, puisque là, rémunération, du coup, on est sûr, on cotise, on a les prestations au maximum. Voilà, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Voilà, aucune hésitation, c'est 100% en rémunération. Alors juste pour vous montrer quand même, à ce niveau de rémunération, toujours, si on partait sur des dividendes, on voit que la rémunération... Du coup, il n'a fait aucune différence en fait, oui, au niveau du PFU. Le PFU n'a aucune incidence en fait sur la stratégie optimale à utiliser. C'est juste ça que je voulais vous démontrer. Alors le cas maintenant d'un TNS célibataire, cette fois avec un résultat de 500 KE. Le revenu net disponible ici est le plus élevé sous forme de dividendes. Donc effectivement, c'est l'impact du PFU, hein, parce que là, si on était... Alors excusez-moi, je n'ai pas bien expliqué. Le premier pavé, là, le premier bloc, c'est la soumission des dividendes au barème, hein, l'option au barème. Tandis qu'en dessous, c'est quand les dividendes sont soumis au PFU. C'est pour voir si, du coup, le PFU, qui est nouveau, a une incidence sur la stratégie de rémunération telle qu'on la connaissait déjà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, grâce au PFU, les dividendes redeviennent plus intéressants dans ce cas particulier. Au niveau de la retraite, qu'est-ce qu'on voit entre les deux? C'est pareil. Pourquoi? Justement parce que, étant TNS, les dividendes sont soumis aux charges sociales, donc il n'y a pas de différence. Donc là, c'est le cas d'un dirigeant salarié. Donc on n'est plus TNS, hein, on est salarié, donc concrètement, on va dire une ESAS pour schématiser, hein.
marié, 2 enfants, résultat de 100 000. Toujours pareil, donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Si je me rémunère sous forme de dividende, là, le PFU va être moins intéressant. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que si on regarde dividende contre rémunération, le revenu disponible le plus élevé, c'est si on se verse 100% en dividende. Donc avec un écart de 8 464 € très précisément. Sauf que, en termes de droit à la retraite, qu'est-ce qu'on a ? 0. Contre combien ? Ça, c'est le droit à la retraite par an. Hein. Donc, ça peut paraître pas grand-chose comme ça, mais bon, voilà, ça contre 0. Et donc, concrètement, effectivement, c'est là que Serge, je pense, voulait en venir. Avec 8 464 €, je pense que vous aurez du mal à trouver un placement qui vous rapporte un taux de rendement de 12,8%. Donc là, clairement, même si le revenu disponible le plus élevé va être sous forme de dividende, nous, on ne conseille pas de verser effectivement 100% sous forme de dividende. Il y aura peut-être un arbitrage à faire, ou même carrément, à mon avis, il vaut mieux verser 100% sous forme de rémunération, puisque, encore une fois, l'écart vous rapporte quand même un taux de rendement qui défie toute... Le cas maintenant, donc toujours pareil, comme tout à l'heure, sauf que c'est un salarié célibataire avec un résultat avant prélèvement de 500 KE. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Si on verse des dividendes, effectivement, il faut opter pour le PFU. Hein. C'est normal, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Hein. Plus on élève le montant des dividendes à verser, et plus ça se creuse entre PFU ou barème, hein, évidemment. Plus on élève, plus le PFU devient intéressant. Et dividende contre rémunération, donc là, qu'est-ce qu'on a ? Un écart en fait entre les deux de 72 841 €. Donc là, bon, j'ai fait à peu près les mêmes calculs que tout à l'heure. Hein, donc au niveau de l'écart retraite, c'est où ? Parce que c'est là entre la optimale et là. Là, ça fait une différence donc, de 3 831, ce qui fait un taux de rendement de 5,26. C'est encore pas mal, mais bon, là, c'est vrai qu'on peut se poser la question à savoir est-ce qu'il vaut mieux pas effectivement se verser sous forme de dividende. Bon, là, en l'occurrence, l'optimal, vous voyez, c'est 23 000 de salaire et quasiment tout le reste en dividende. Bon, encore une fois, par rapport à la stratégie qu'on donnait tout à l'heure, globale, je pense qu'il faut quand même verser au moins un pass, et puis le reste éventuellement sous forme de dividende. Bon, 5,26, c'est pas mal quand même. Bah oui, c'est pas mal quand même. Mais bon, ça... Donc, une petite précision quand même, dans le deuxième cas où on aurait un salaire à 297 000 €, si on veut avoir une couverture en arrêt de travail invalidité, on n'a pas le droit de couvrir autre chose que les revenus du travail. Les revenus du capital, normalement, n'ont pas le droit d'être couverts par des régimes de prévoyance. Si je suis dans le dernier cas, le cas optimal, et que je tombe malade ou je deviens invalide, je ne pourrai pas percevoir de pension supérieure à mon revenu d'activité qui est de 22 568 €. 22 568 €. Et même si j'ai mis en place une couverture, imaginons que j'ai mis en place une couverture qui me couvre, par exemple, à hauteur de 200 000 €, je me dis que je les paye, j'y ai donc droit. Je tombe malade, je deviens dans l'incapacité de travailler. J'ai opté pour la stratégie optimale. L'assureur n'aura pas la possibilité de me verser plus que ce que j'ai déclaré en revenu du travail. Maintenant, il existe certains contrats qui permettent de couvrir aussi les dividendes, mais seulement à un certain niveau. On vous reparle un petit peu de l'année blanche. Alors, bon, c'est un petit peu tard, hein, parce que bon, déjà, on a déjà fait des formations sur le sujet. Et puis ça y est, on y est. Hein, donc maintenant, on va déclarer. Hein. Mais bon, pour ceux qui se disent, mince, je me suis quand même versé des revenus, j'ai versé plus que ce que j'aurais dû. Du coup, ça va être imposé. Mince. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors pour rappel, donc l'année 2018, l'année de transition, il va y avoir 3 sortes en fait de revenus différents, enfin 3 catégories fiscales, on va dire plus ou moins. Les revenus qui vont être soumis donc le fameux PFU, donc les dividendes en fait, hein, pour schématiser, dans notre cas en tout cas. Et au niveau de la rémunération pure et dure, il y a ceux qui vont être ordinaires, qui bénéficieront du coup du crédit d'impôt, alors CIMR, c'est crédit d'impôt de modernisation du recouvrement.
En gros, c'est le crédit d'impôt qui va faire que l'année va être blanche sur ces revenus ordinaires. Et les revenus exceptionnels, par contre, eux, ils vont être taxés. Et taxés comment? Justement, c'est ce qu'on va voir. Un petit cas pratique pour vous montrer. Alors, monsieur j'en peux plus, célibataire, a perçu en 2018 un revenu net imposable de 45 000 €. Donc, compte tenu de ce revenu, sa tranche marginale d'imposition est de 30%. Il souhaite se verser une prime de 20 000 €, mais il se rappelle que cette prime sera alors qualifiée d'exceptionnelle. À votre avis, est-ce qu'il vaut mieux verser cette prime, du coup, en 2018 ou en 2019 ? Je vous ai un peu influencé, je crois, mais bon. Effectivement, 2018. Pourquoi ? Si la prime est versée en 2019, elle sera donc imposée au taux de 30%, sa tranche marginale d'imposition. Au contraire, si elle est versée en 2018, alors comment ça va se calculer ? Alors, bon, je vous l'ai calculé, hein, l'impôt sur le revenu avant le crédit d'impôt va donc se chiffrer à 13 793. Le crédit d'impôt, lui, se calcule comment ? C'est les revenus, je sais plus. Les revenus exceptionnels, plutôt c'est l'imposition sur les revenus, voilà, fois les revenus exceptionnels sur la totalité des revenus. Donc le crédit d'impôt s'élève dans ces conditions à 9 549 €. Du coup, l'IR dû s'élève à 4 244 €. Ce montant, ça représente quoi? C'est un taux de 21,22%. En fait, c'est ni plus ni moins que le taux moyen et non la tranche marginale d'imposition. Donc 21,22 contre 30 si on est en 2019. Bon, voilà. C'était juste pour vous faire un petit rappel que si vous êtes dans ce cas-là, vous inquiétez pas, c'est plutôt bien d'avoir des revenus exceptionnels en fait en 2018.